Rebonjour, voilà la suite de cette conférence sur l'évaluation de l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique en région PACA. L'objectif de ce programme, qui a commencé en 97, c'est de surveiller le lien entre la santé et la pollution de l'air, à court terme et à long terme en France, et d'établir les liens de causalité entre la pollution de l'air et les indicateurs de santé qu'on peut étudier. On calcule à ce niveau-là, au niveau national, ce qu'on appelle des courbes exposition-risque ou des courbes dose-réponse. À une dose de pollution, quel risque pour la santé? Donc à partir de ça, on produit des outils et des guides qui nous permettent de faire ce qu'on appelle les EISPA, donc c'est les évaluations d'impact sanitaire de la pollution de l'air, qu'à ce moment-là on décline dans les villes françaises qui ne participent pas au programme SAS, que moi j'ai décliné sur 6 villes dans la région PACA. Toutes les régions faisant à peu près maintenant la même chose en déclinant ces évaluations d'impact sanitaire dans leurs grandes agglomérations. Et puis on produit des notes d'information sur la thématique air et santé. Donc il y a eu une note sur la pollution de l'air intérieur. Il y a un rapport qui est en cours de rédaction sur pollution de l'air liée aux industries et santé. Et il y aura aussi des études sur air et transport, je pense plutôt à partir de l'année prochaine. Ce programme a produit plusieurs rapports, donc qui sont disponibles en ligne sur le site de l'Institut de veille sanitaire. Vous pouvez toujours aller les consulter. Je vous donne les résultats plus marquants. On a retrouvé au niveau de la France une association entre la mortalité et la pollution de l'air, donc pour la population générale, mais aussi pour les personnes de 65 ans et plus. On a noté que le risque était plus élevé pour la mortalité cardiovasculaire ou cardiaque que pour la mortalité respiratoire ou la mortalité toute cause, et que ce risque était aussi plus élevé pour les personnes âgées en ce qui concerne les causes cardiovasculaires. Certainement du fait déjà d'une dégradation du système cardiovasculaire à cause de pathologies sous-jacentes préexistantes à partir de 65 ans. Et pour les particules, on a aussi montré que l'effet était variable en fonction de la taille des particules. On a fait des analyses sur les particules PM10 et sur les particules PM2,5. Les PM2,5 étant les plus fines et pénétrant plus profondément dans l'arbre respiratoire. Elles sont plus toxiques, en fait, plus néfastes pour la santé et provoquent notamment plus de risques pour le système cardiovasculaire que les plus grosses. Les particules PM2,5, c'est celles qu'on respire dans les villes et qui sont liées au trafic automobile. On a étudié aussi l'impact de la pollution de l'air sur les hospitalisations. Et donc, au niveau cardiovasculaire, on a retrouvé une association avec beaucoup de polluants. Tous les polluants traceurs du trafic automobile, les PM10, les PM2,5 et les oxydes d'azote, avec des risques relatifs plus élevés pour les personnes les plus âgées et des risques plus élevés pour les indicateurs qui sont plus aigus, en fait, comme les ischémiques cardiaques ou l'infarctus du myocarde. En ce qui concerne les hospitalisations respiratoires, on les a retrouvés associés à l'ozone, uniquement chez les personnes de 65 ans et plus. Mais on a un problème avec cet indicateur, il est pas très puissant. On hospitalise de moins en moins les personnes pour des problèmes respiratoires. Elles sont plus souvent traitées en ville maintenant parce qu'on dispose des antibiotiques, on fait des perfusions en ville, on prend en charge les asthmatiques uniquement aux urgences en leur faisant des aérosols et on les renvoie chez eux et continue leur traitement chez eux. Donc en fait, c'est vrai que maintenant on a tendance à beaucoup moins hospitalisés, donc il faudrait à l'avenir plus analyser les données des urgences et pour l'instant c'est pas encore tout à fait disponible dans toutes les zones de la région PACA. Et donc, comme pour toutes les autres villes en France, on peut faire aussi des évaluations d'impact sanitaire. On l'a fait pour nos 9 agglomérations. Donc, on a montré que si on respectait la valeur OMS pour les PM10, qui est à 20 microgrammes par mètre cube, mais qui est beaucoup plus basse que la valeur limite du droit français ou européen, qui est plutôt à 50, on pourrait éviter 250 décès anticipés ou prématurés dans les 9 villes françaises et on pourrait éviter par an plus de 1000 hospitalisations cardio-respiratoires. Ça, c'est pour les effets à court terme, quelques semaines. Et puis pour l'impact d'une exposition chronique, donc à plus long terme, au PM2,5, si on respectait la valeur guide OMS qui est de 10 microgrammes par mètre cube, alors qu'elle est de 25 pour le droit français, on pourrait gagner 91 000 années de vie. On pourrait éviter 2900 décès. Le coût estimé de tout ce qu'on pourrait gagner si on respectait les valeurs guide OMS s'élève à 5 milliards d'euros pour les effets à long terme et à 25 millions d'euros pour les effets à court terme. Donc c'est pas négligeable, hein. C'est un petit coup sur la santé et c'est un petit coup pour les collectivités. Au niveau local, donc c'est toujours la même méthodologie, mais on la décline
soit au niveau européen, soit au niveau national, soit au niveau local. Et donc là, c'est l'étude qu'on a publiée l'année dernière sur la région PACA. Alors pour l'instant, on sait bien faire ces études sur des zones d'agglomération. On essaye maintenant de les étendre au département, mais il faut qu'on travaille encore un petit peu avec les associations de qualité de l'air. On a sélectionné les 6 grosses agglomérations de PACA. Par rapport au territoire, ça représente une petite partie en fait du territoire de la région, mais ça représente quand même 48% de la population. Donc c'est vraiment dans ces zones-là qu'une grande partie de la population de la région et pratiquement la moitié de la population de la région est concentrée. Pour ces 6 agglomérations, on a pu estimer que si la pollution était très basse, c'est-à-dire à un niveau de 6 à 8 microgrammes par mètre cube, on éviterait 560 décès et 1000 hospitalisations, donc rien que sur la région PACA. Et si on diminuait d'environ 20% les niveaux de fond qui sont mesurés dans la région, on pourrait éviter 170 décès et 160 hospitalisations pour cause cardiovasculaire et 90 pour cause respiratoire. L'impact sanitaire d'une exposition chronique sur plusieurs années, c'est 2500 décès anticipés par an. Donc je vous ai fait un petit zoom sur Toulon. On a inclus 6 communes. Les critères pour construire les zones d'études de ces évaluations d'impact sont assez stricts puisqu'il faut qu'il n'y ait pas de relief ou de barrière verte qui puisse modifier les niveaux de pollution et les changements de direction de pollution. Donc c'est vrai qu'on s'est arrêté à ces 6 communes, d'une part parce que derrière Toulon il y a une barrière montagneuse, donc du coup la pollution a tendance à stagner sur Toulon et a du mal à sauter derrière, et derrière on n'a pas du tout les mêmes niveaux que sur Toulon. Et puis on s'est arrêté à la Valette du Var parce que après de l'autre côté on passe dans un autre bassin de la mer Méditerranée qui est pas orienté de la même façon que celui de Toulon, et en fait on a des vents qui vont dans des directions très différentes et les niveaux de pollution à jour donné peuvent être très différents dans ce bassin méditerranéen du côté de la Seine et du côté de Toulon. Voilà, on récupère les données de pollution auprès du réseau RPACA maintenant depuis cette année, qui est le réseau régional de surveillance de la qualité de l'air. Donc on travaille en collaboration avec eux, à la fois pour déterminer les zones d'études et pour recueillir les informations sur la pollution. Donc en moyenne, on a calculé sur la période 2004-2006 un niveau d'ozone l'été qui était à 104 microgrammes par mètre cube et un niveau de PM10 qui était à 29 microgrammes par mètre cube. À l'époque, il n'y avait pas de station PM2.5. Je pense qu'il y en a une qui a été installée depuis. Sur la prochaine réanalyse, on pourra inclure ce polluant-là. Donc sur les petits tableaux, vous avez la distribution des polluants, et donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de dépassements, même des normes françaises. Pour l'ozone, c'est à 120 microgrammes, donc on a quand même un certain nombre de jours l'été où on dépasse les normes. Pour les particules aussi, puisque la norme est à 50 et on a aussi pas mal de jours où on dépasse. Alors il faut savoir qu'en plus à l'époque, les données de particules qu'on a utilisées étaient celles qui n'étaient pas définies par l'Europe. Parce qu'on avait choisi une méthode de mesure qui sous-estimait un peu la mesure des particules. Et donc, depuis 2007, on est obligé de corriger ces données avec un nouveau système de mesure. Et les niveaux sont maintenant plus élevés, de 20 à 30%. Donc, en fait, maintenant, on est plutôt aux alentours de 32-33 que 29. Il faudra qu'on refasse ces analyses à partir de 2007 avec les nouvelles données de particules pour avoir des résultats plus justes, qui sont plus le reflet de la réalité. Sur Toulon, on a attribué aux effets globaux de la pollution de l'air, c'est-à-dire si les niveaux étaient ramenés aux alentours de 5-6 microgrammes par mètre cube, 86 décès chaque année, 135 hospitalisations pour cause cardio-respiratoire chez les personnes les plus âgées. Et si on pouvait diminuer d'environ 20% les niveaux de fond, donc le niveau de fond de particules c'est 29, il faudrait le diminuer de 20%, on pourrait éviter chaque année 20 décès anticipés et 34 hospitalisations pour cause respiratoire. Et donc l'impact sanitaire d'une exposition chronique, donc à long terme, c'est 312 décès par an. On fait des scénarios en fait pour informer les élus de ce qui semble le plus efficace en termes de santé à prendre comme mesure. Et donc c'est vrai que les ramener au niveau des valeurs guides de OMS, ça permet un gain, mais il faudrait être un peu plus restrictif pour avoir un gain un peu plus important. Donc nous, ce qu'on recommande à partir de ces EIS, on a encore des efforts à faire, des actions sont possibles pour améliorer la santé de la population dans notre région. Mais ce qu'on recommande, c'est qu'il faut pas seulement contrôler les niveaux quand ils dépassent les objectifs de qualité, les normes, etc. Il faut aussi les contrôler tous les jours, parce qu'en fait, on est plus efficace si on diminue la pollution tous les jours que de la diminuer 3,
4, 5 ou 20 jours par an. On pense qu'il faut vraiment parvenir à une amélioration durable de la qualité de l'air tout au long de l'année et pas seulement sur certains jours. Et donc, on essaye de sensibiliser les populations et toutes les parties prenantes parce que nous, on fait les études, mais on peut pas prendre les décisions et les mesures de gestion qui vont permettre d'améliorer la santé. Donc, tous les décideurs, les industriels, etc. Sur la nécessité d'agir plutôt au quotidien et de manière préventive que quand il y a des dépassements. D'ailleurs, on a été entendu par le préfet des Bouches-du-Rhône puisqu'il a déjà mis, ça faisait plusieurs années qu'on demandait que soient mises les voies rapides d'accès à Marseille par Aubagne, par Aix, à 90 tout au long de l'année et pas seulement lorsqu'il y a des pics d'ozone parce qu'on leur avait expliqué que ça avait aucune efficacité si on le faisait une fois comme ça de temps en temps. On est très content depuis au moins 5-6 ans qu'on propose cette mesure qu'elle ait enfin été prise. L'Institut de veille sanitaire est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Il a pour mission de surveiller l'état de santé de la population et d'alerter les pouvoirs publics en cas de menace pour la santé publique. La mission de l'ENVS se décline dans tous les champs d'action de la santé publique, maladies infectieuses, effets de l'environnement sur la santé, maladies chroniques et traumatismes. La mission de l'INVS est relayée en région par 16 cellules interrégionales d'épidémiologie, ce qu'on appelle les CIR, dont une, celle de Marseille. Cette conférence traitant d'un sujet important a été enregistrée à votre intention. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur KXTC Podcast.